des tonnelles, on les brade en disant ok, on va vendre 20 tonnelles par jour, on perd de l'argent, mais on rentre de la trésor, quoi. Le business d'aujourd'hui, il est quand même différent, il va beaucoup plus vite d'il y a 10 ans. Les méthodes qui étaient excellentes entre 2009 et 2011-12 le sont moins en 2013. Il y a une opportunité qui vient, qui est Arena dans les maillots de bain. MX Réflexion Podcast aujourd'hui avec Antoine Septier de chez 3AS Racing qui a beaucoup de choses à raconter sur la partie business. C'est un gars passionné de moto, comme nous, comme toi qui nous regardes sans doute. Blaise, on va parler business. Pourquoi? Parce que c'est maintenant le patron de 3AS Racing. Du coup, beaucoup de questions là-dessus. Ouais, beaucoup de questions. On va voir d'où est né 3AS, comment on peut espérer faire un petit peu comme eux, hein, en s'inspirant de ce qu'il a fait. On va voir les coups durs. Il y a eu pas mal de coups durs dans l'histoire de 3AS. Il y a eu des hauts, des bas, des très très bas même. Et donc ça va être assez intéressant de voir comment ils se sont relevés. Est-ce qu'ils se sont relevés aussi à l'heure actuelle? Parce que les coups durs, on va voir que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc un podcast intéressant et je pense qu'il peut donner des pistes à certains de réflexion qui veulent travailler dans le milieu de la moto et en dehors. On se retrouve tout de suite avec Antoine Septier de 3AS Racing. MX Réflexion Podcast aujourd'hui, on va parler business. On est avec, on le voit, le petit logo 3AS qui normalement va être diffusé un petit peu sur les premières. Blaise, si on arrive à bien négocier, normalement on devrait les avoir comme partenaires. De toute façon, maintenant, il ne sait pas gagner ça. Il sera négocié maintenant pour être négocie maintenant. Alors ça, on va le clipper, on va le mettre sur Instagram. Après, tu auras fait le choix. À toi. Mais non, en tout cas, bienvenue dans notre studio mobile. Antoine, c'est cool de t'être déplacé. Tu es Antoine Septier, mais est-ce que tu peux raconter un petit peu comment tu en es arrivé là? Donc, on va te poser évidemment plein de questions. On va chercher à comprendre, on va rentrer vraiment tu vois, dans le business de comment tu es arrivé dans la moto et en plus faire un business dans la moto. Mais voilà, qui es-tu, Antoine Septier, aujourd'hui et ici en 2025? Moi, j'ai 39 ans. Je suis originaire du nord de la France. Je suis né à Cuques-le-Touquet, donc vraiment originaire du Touquet. J'ai 3 enfants, 3 garçons, 7, 3, 1. Et je vis depuis 2015 à Bordeaux. Donc, entre deux, j'ai vécu un petit peu à Amiens, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, à Rouen. Et là, ça fait 10 ans que je suis arrivé à Bordeaux pour le projet 3S Racing. C'est marrant parce qu'on reçoit des sportifs de haut niveau, mais quand on a 3 gamins, c'est digne des sportifs de haut niveau. 3 gamins et une trentaine de personnes à la boîte, ouais. Mais par contre, tu n'as plus le temps de faire de sport du tout, quoi. C'est ça, la différence. Et c'est quoi ton rapport avec la moto du coup? Tu dis que tu as grandi dans le nord, donc pas loin du Touquet. Parce que ça a joué pour beaucoup. Je sais que nous, tu vois, dans le sud-ouest, le sable, on est allergique. Et le Touquet, ça nous a jamais fait rêver, tu vois, toi. Nous, on comprend même pas l'engouement qu'il y a derrière le Touquet. En tout cas, avant de le faire, on comprenait pas l'engouement. Et tu vois, tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, toi? Pourtant, juste petite aparté, Blaise en a fait rêver beaucoup lors de son Touquet, quand même. Donc, ça vous fait pas rêver, mais toi, tu as fait rêver du monde, Blaise. Non, le Touquet, alors justement, je pense que mon rapport à la moto, il vient du Touquet. J'ai un papa qui était passionné de moto, qui a dû arrêter, qui a roulé, je pense, de 15 à 22 ans. Il a arrêté avec ligament d'un genou, pas mal de blessures. Il a commencé à bosser, était chauffeur routier, la moto, c'est plus possible, le genou trop fragile, et voilà, et ça s'est terminé. Mais toujours un super lien avec la moto. Donc, le Touquet, depuis que j'ai 3 ans, c'était vraiment une sortie familiale. Donc, tu arrivais le dimanche en fourgon, tu te garais à 8-10 bornes. Et puis, il y avait la balade à vélo dominicale le matin, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une course et c'était le dimanche, pour aller dans les dunes, etc. Donc, voilà, c'est vraiment mon premier rapport à la moto, c'est via le Touquet. Après, il y avait d'autres courses. Il y avait une course où j'allais aussi tous les ans de sable qui était à Mers-les-Bains, je crois, ou au Tréport, non, Mers-les-Bains, dont j'ai perdu le nom. Voilà. Et après, on avait des cousins qui roulaient dans la Ligue ou l'UFOLEP du Nord-Pas-de-Calais. Donc, il y avait quelques courses qu'on faisait où on allait, Cassel, Vingles, voilà. Et puis, il s'est... La moto du coup, c'est pas bien encore. Moi, j'ai pas fait de moto de mes 0 à 12 ans. À partir d'une dizaine d'années, j'avais vraiment l'envie. Et mon père était pas très très chaud. Et puis, ça va faire un lien avec le business. Et mon père s'est remis à la moto quand il avait, je pense, 37-38 ans, avec Fred Lemeunier, hein, l'actuel Big Boss chez 3S, hein, l'actionnaire majoritaire, qui est venu monter sa première société dans le nord de la France. Donc, ils se sont rencontrés. Il a remis mon père à la moto, parce que moi, j'étais à l'école avec sa fille, avec la fille de Fred.
Et puis, mécaniquement, j'ai pu commencer la moto à mes 12 ans. Je pense même que ma première moto, mon père va l'acheter avec Fred. Et comme à 12 ans, je suis déjà très, très grand, je pense que je dois faire pas loin d'1,80 m, je commence avec un 125 CR 89. Donc, je passe du VTT au 125 CR 89. Entre deux, il n'y a pas eu de Piwi, de La tout ça. transition, ouais. Premier circuit en montée, première montée, backflip, quoi. Voilà, ça a été ça l'apprentissage de la moto. Mais même avant de commencer, voilà, c'était au moins avec mon père, on va dire 5 à 6 courses par an où on se déplaçait. Donc du motocross et les courses de sable et le Touquet forcément. Et rapidement, tu as eu l'envie de travailler dans la moto ou pas encore? Pas forcément, pas forcément. En fait, moi dans mon parcours, je suis plutôt bon élève. Et quand je suis en terminale S, en bac S, donc scientifique, ça n'existe plus, je pense, aujourd'hui, mais mon envie, elle est d'être éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé. Donc je pense que mes premiers rapports au milieu de l'entreprise en troisième, je crois qu'en première aussi, on refait un petit stage, c'est à chaque fois éducateur pour jeunes enfants. Et cette terminale, je passe, au bout de 2 mois, je remplis les dossiers. Et il s'avère que je sens que je suis un peu limite sur cette année-là. La première se passe pas bien. C'était pas très bien passé. Donc, je fais une demande pour, en milieu d'année, repartir en première scientifique. Je repars en première scientifique et le deal, c'est que je sois dans le lycée à chaque porte ouverte des écoles, etc. Elle me fait cette fleur, elle me laisse redescendre. Mais voilà, il y a un petit pacte, c'est une petite contrepartie. Donc, toutes ces choses que j'avais jamais faites. Donc, finalement, le monde de ce que je pouvais faire après m'était un peu inconnu. Et voilà, éducateur pour jeunes enfants, j'avais des enfants, j'avais envie de faire ça, quoi. Et puis, dans ces premières organisations, je rencontre une dame qui s'appelait Anne Chanu, directrice d'une école de commerce à Lille, super école, EGC. Et franchement, ça m'attire. Et finalement, je passe de cette première terminale où je suis sûr de vouloir être éducateur pour jeunes enfants. L'école de commerce, je rentre, j'en parle à mes parents, ils connaissent pas, ils me disent bon, vas-y, on essaye. Et puis je me retrouve à faire les entretiens, ça se passe bien, je suis pris. Et puis voilà. Donc à la base, mon père, après pas mal un parcours chauffeur routier, etc., il devient commercial. Et donc, à la base, école de commerce, c'est pour être commercial. Et voilà, c'est ça, c'est assez simple. Et puis finalement, le parcours se passe pas mal. Et après, ça t'ouvre un peu l'esprit, ça t'ouvre pas mal de nouveaux spectres. Mais est-ce qu'il y avait une vraie volonté de bosser dans la moto à ce moment-là? Pas forcément, parce que mes premiers apprentissages, stages, se passent pas du tout là-dedans. Mais c'est l'arrivée chez Kenny qui me donne envie de rester dans ce milieu, quoi. C'était quoi la relation avec ton père? Parce que tu as dit que tu as fait quelques courses, mais c'était pas forcément le kiff de faire des courses. Non. En fait, mon père, assez vite, il s'est impliqué. Ils ont monté un motoclub et un terrain à 3 km de chez moi. Donc, il était président ou vice-président, je sais plus, pendant une dizaine d'années. Motoclub qui existe encore, où il y a des courses de ligue. Et en fait, moi, mon kiff, c'est vraiment le mercredi. J'ai un pote qui s'appelle Loïc Delaunay qui vient me chercher tous les mercredis chez moi. Il a 2-3 ans de plus et il monte la moto sur la remorque et il m'emmène rouler. Et le samedi, on fait la même chose. Et c'était ça vraiment le kiff. Je pense que si j'ai roulé 200 fois en moto, j'ai roulé 150 fois sur ce circuit-là, qui est à 3 km de chez moi. Après, on va sur quelques autres circuits et puis je fais quelques courses. La première réalité, on va se le dire, c'est que je suis vraiment mauvais, hein, tu vois, je suis pas bon. Donc, ça tousse pas forcément. Et puis finalement, assez vite, je commence à moto tard, hein, donc 12 ou 13 ans. Je commence vraiment à me faire plaisir quand je passe au 2,5, 4 ans à 16 ans. Et à 18 ans, je pars faire mes études à 150-200 km de chez moi. Je rentre plus trop les week-ends. Donc finalement, ça va assez vite. Donc la première année d'école de commerce, tu roules 15 fois dans l'année. La deuxième, 8. Et la troisième, 4. Et en fait, vous le savez, surtout en motocross, en enduro, en balade, c'est un peu différent. Mais moins tu roules, moins tu te fais plaisir et plus tu prends des risques. Exactement. Et plus tu avances dans tes études, moins c'est le moment de te blesser. Donc, tout ça, ça crée quelque chose qui fait que mécaniquement, tu roules de moins en moins, quoi. On a eu de tout, parce qu'on parle d'école, on a eu de tout, tu vois, on a invité sur nos podcasts, on a souvent les pilotes qui ont arrêté pour se consacrer vraiment à leur carrière. On a eu des intermédiaires un petit peu qui n'ont pas fait forcément de longues études, et la question à chaque fois, c'est qu'est-ce que les études t'ont apporté, même si tu n'en as pas fait beaucoup. Et donc on nous a dit des fois, franchement, à l'école, j'ai pas appris grand-chose, j'ai vraiment appris sur le tas. On est dans un milieu où il y a beaucoup d'autodidactes, d'ailleurs on en fait partie maintenant, avec le métier qu'on fait aujourd'hui, mais toi, aujourd'hui, école de commerce, est-ce que ça t'a vraiment mis le pied à l'étrier au début? Ouais, vraiment. Moi, j'ai arrêté ma carrière de pilote pour faire mes études. Tu vois, j'ai pris le pas. Regarde, toi.
Avant qu'elle commence d'ailleurs. Non, non, moi ça m'a appris beaucoup. Mais moi je viens d'un petit village, donc je suis né à côté du Touquet, mais je suis originaire de 25 kilomètres dans les terres. Heu, Moi l'école de commerce, ça m'a ouvert plein de choses. Alors ça a pas une très bonne, publicité en ce moment, je trouve. J'ai eu vraiment la chance d'arriver dans une petite école à Lille où là, tu changes de monde, hein. Moi, j'ai pas d'ordi chez moi, tu te mets à prendre tous les cours sur ordi, l'apprentissage des langues étrangères, des C'était en quelle année ça? Parce que là, aujourd'hui, ça me paraît, ouais, c'est logique, les cours sont ouais, ben non, à mais l'époque, c'était évidemment. pas c'était il y a 21 ans, 22 ans et honnêtement, j'avais pas d'ordinateur. Mes premiers rapports de Ouais, entre 2000 et 2005, on va dire. ouais, c'est ça, les premiers rapports de stage, c'est tellement long, vraiment, je paye quelqu'un, une copine en classe pour qu'elle me le tape, quoi. Je l'écris à la main, elle me le retape à l'ordinateur, c'est trop long et après, bah, j'apprends tout ça et non, ça m'a un peu sorti de ma campagne et puis, j'ai rencontré plein de super personnes et puis tu mets assez vite le pied, l'école a été vachement professionnalisante, donc tu mets assez vite le pied dans le milieu de l'entreprise et aujourd'hui ça paraît logique parce qu'on a tout à portée de main, mais il y a 20 ans, ouais, c'est un autre monde. C'était pour moi l'école de commerce, c'était vraiment un autre monde. C'est le réseau aussi, peut-être, de l'école de commerce qui t'a Ça plu? m'a alors pour le coup, moi, ça, j'ai pas trop, j'ai pas comme j'ai très vite switché sur un peu le côté, entreprise, apprentissage. En fait, l'école de commerce, elle t'apporte tout ça si tu t soit tu as 2 parcours. Soit assez vite, tu mets le pied dans l'entreprise et bah, tu fais de l'apprentissage et heu et c'est hyper intéressant. Soit tu prends le pas inverse et tu es hyper impliqué dans l'associatif autour de l'école et là, pour le coup, je pense que tu te crées un carnet, un réseau un peu plus important parce que tu organises, des soirées, des courses, des événements sportifs, des choses comme ça. Tu vas chercher des partenariats, tu crées un lien assez fort avec les autres étudiants. Finalement, moi, dès mon master, je suis assez peu à l'école. Kenny, c'est beaucoup d'implication, donc je fais, 1 semaine par mois à l'école, donc parce que je fais d'abord 3 ans, après je pars 1 an en Nouvelle-Zélande et quand j'arrive en master, je suis quasiment plus à l'école, quoi. Très peu. Donc non, le carnet pour moi, le réseau, j'ai plutôt fait, chez Kenny de par l'événementiel et les événements. Parce qu'à l'époque, je pense Kenny entre la moto, le vélo, le quad, tout l'enduro, le cross, c'est au moins 15 événements, 20 événements par an. Donc moi, mon réseau, je l'ai plutôt fait, via mon expérience chez Kenny, mais je sais qu'en école de commerce, oui, c'est assez fort. Mais ça a pas été hyper important pour moi, cette partie. D'accord. Déjà, t'es pas devenu alcoolique en étant étudiant dans le Nord. C'est vraiment qu'il a le souligner quand même. Non, mais on rigole, mais c'est un vrai, mal, hein, il y a c'est la mauvaise connotation des écoles de commerce, elle vient de ça. Je pense que c'est en train vraiment de se calmer, mais effectivement, alors moi, j'étais pareil dans une petite école où tout est petit, les soirées sont petites, les événements sont petits, mais effectivement dans des très grosses, écoles, c'est une mauvaise connotation, mais c'est un peu pareil aussi dans la médecine ou dans d'autres choses. Chez Kenny, c'était comment? C'était des profils comme toi ou c'était que des passionnés de moto? Hem Pas qui étaient passionnés de moto en soi, mais je veux dire, c'était quoi le spectre des employés qu'on retrouvait chez Kenny? Non, bah, déjà chez Kenny, il y a une grosse partie production entre les couturières et la partie, logistique. Il y a déjà, 8 à 10 personnes en production à l'époque. Donc, bah, les couturières, c'est plutôt des dames, un peu plus âgées et en production, il y a pas vraiment ce besoin. Dès qu'on arrive un peu sur la partie designer, souvent il y a quand même une passion, que ce soit moto, vélo ou même, il y a eu, le surf ou tu vois? C'est ces sports un peu de glisse, même si pour le coup Amiens, on n'est pas dans la capitale de la glisse et après, bah, après vous connaissez Nico qui est un vrai passionné de Ouais, sable, Roussel. course, Nicolas Roussel, Pierre Guillemin qui était plutôt passionné de moto de route. Hem, non, il y a pas tant de pratiquants. Il y a Sébastien qui est toujours là, qui a roulé beaucoup, qui roule moins, mais qui a beaucoup roulé. Et là, maintenant, il y a une équipe de jeunes en place, on les voit, tu vois, on les a vus le week-end dernier au Kenny Festival, on voit que c'est Je les connais moins, du coup, j'étais moins au Kenny, mais je pense qu'il y a un peu de pratiquants, un un peu peu fabricant et on voit que, oui, de toute façon, dans tous les cas, sur les événements, c'est souvent des pratiquants. ouais. Il faut parler la même langue avec les adhérents, avec les licenciés qui sont sur place sur les événements. Ouais, puis l'envie d'y aller, c'est quand même, hem, il y a 20 ans, chez Kenny, moi, j'avais une vraie passion. Je veux dire, j'ai raté beaucoup de cours et de journées d'école parce que tu partais au Kenny Festival, tu partais le jeudi, tu rentrais le lundi, des salons du vélo, parce que moi, assez vite, j'ai pris la direction du vélo.
Mais donc beaucoup de journées de cours de ratés de par la partie événementielle. C'est un vrai plaisir d'y aller. Mais parce qu'il y a aussi ce côté passion. Si tu l'as pas, peut-être que tu as moins l'envie d'aller t'impliquer. C'est une implication, hein. Une journée d'événementiel, c'est 8 heures, 20 heures et plus des fois. C'est du montage, du démontage, c'est de la route. Il faut avoir l'envie de ça. Je comprends qu'il y en ait qui n'aient pas envie. Moi, aujourd'hui, dans ma boîte, j'en ai plein qui ont envie. Il y en a plein qui n'ont pas envie. Et C'est légitime. par rapport aux vies de chacun, etc., c'est complètement compréhensible et légitime. J'ai pas de problème avec ça. Du coup, là, tu étais chez Kenny dans le milieu de la moto. Aujourd'hui, tu es chez 3AS dans le milieu de la moto. Entre Ouais. les deux, il y a eu une petite transition. Alors, justement, pour resituer, c'était quoi, 2005, on va dire, sortie des études. Tu peux nous expliquer juste les Ouais. transitions rapides? Alors moi, sortie des études, ça doit être de 2005, je pense que je sors de ma première école de commerce. Et là, je pars vivre 1 an en Nouvelle-Zélande avec une copine pour apprendre l'anglais. Et finalement, on rencontre beaucoup de Sud-Américains, on revient, on parle beaucoup mieux espagnol. Donc là, c'est 1 an de petit boulot, hein. Je pense qu'on a cueilli tous les fruits possibles et inimaginables en Nouvelle-Zélande. On est payé au poids quand on cueille des pommes, des cerises. Donc c'est vraiment 1 an de vie en van, en backpacker. Enfin, en termes d'ouverture d'esprit, tu vis tous les jours avec 10, 15, 20 nationalités. Et moi, je suis assez jeune quand même parce que, à part les Allemands qui partaient vraiment plus jeunes à 18 ans, c'est sorti du bac. Les Allemands, ils partent voyager 1 an. Nous, on avait 21 ans. Mais c'est vraie découverte incroyable. Donc je rentre, je pense 2006, je reprends 2 années d'apprentissage. Et là, chez Kenny, les 2 premières années, je suis vraiment au soutien de Nicolas Roussel en marketing, commerce, donc et moto et vélo. Le vélo s'était lancé. Il y a une autre personne qui s'appelait Boris à l'époque que j'aide aussi sur le vélo. Je suis vraiment le soutien pendant 2 ans. Et en fait, au moment où je termine mes études, Boris décide de partir. Donc il y a un poste qui se crée pour devenir un peu le pendant de ce qu'est Nicolas sur la partie vélo. Donc je fais ça pendant 3 ans. Finalement, même chez Kenny, assez vite, je quitte le milieu de la moto pour être vraiment focus sur le vélo, qui a un marché qui a strictement rien à voir. Donc non, même si Kenny est très BMX, VTT de descente, enduro, qui se rapproche quand même un petit peu, les pratiquants peuvent être un peu les mêmes, mais il y a un marché à appréhender qui est vraiment différent. Donc finalement, je quitte assez vite le marché de la moto, même en étant chez Kenny. Ok. Et du coup, tu te retrouves comment après Kenny? Qu'est-ce qui se passe? Après Kenny, Ça dure combien de temps déjà? Kenny, ça dure 5 ans. On a Ok, quand même. Eric Dumini, le PDG, il y a vraiment un deal moral avec lui. Il me paye 2 ans d'études que j'aurais pas pu faire, hein. C'est des années d'école quand même. À l'époque, je sais pas, 12 000 – 13 000 euros l'année. Donc ils me prennent en apprentissage. Donc l'école est gratuite. En plus, ils me versent un salaire. Donc le deal, ok, il y a 2 ans, je t'en dois 3 derrière. Tu vois, c'est ça, on a un deal. Et à la troisième année et 2 jours, je pense, je pars. Ouais, on a des discussions et je pense que j'ai envie de pousser le vélo un peu plus loin. Et quand même, chez Kenny, la moto reste ça. En fait, on a l'impression que c'est des boîtes énormes. Ça reste des petites sociétés où il y a 20, 25 personnes. Donc, la moto, c'est petit, mais donc quand tu te concentres beaucoup sur la moto, le marché du vélo il est un peu différent. Et je me pose vraiment la question de savoir si je vais réussir à faire ce que je veux là-bas. Donc, il y a une opportunité qui vient, qui est Arena dans les maillots de bain. Ça me permet aussi de déménager. J'avais envie de quitter Amiens quand même, donc Kenny, c'était pas On possible. peut te faire venir à Moulbit aujourd'hui, ça. C'est impossible, c'est la météo. La météo, là, le permettrait. Mais non, je veux aussi connaître un peu ce milieu du sport, mais un peu plus généraliste. La moto, on est dans le sport, mais qui se travaille en concession, etc. Mais en fait, 95% des autres pratiques sportives, elles se travaillent. Et les clients, c'est Decathlon, Intersport, c'est voilà, des sports un peu plus mainstream. Donc, je rentre chez Arena pendant, je crois que le process de recrutement est presque plus long que mon passage là-bas. Ça peut durer pendant 5 ou 6 mois avec, enfin, c'est des process de recrutement. Tu rentres vraiment dans des grosses structures. Même si Arena en France, c'est pas trop loin de Bordeaux d'ailleurs, c'est pas immense, mais ouais, c'est vraiment là, tu sens qu'en termes de recrutement, c'est poussé. Et tu apprends beaucoup chez le fait de sortir de la moto, d'aller sur un autre. Ouais, t'apprends beaucoup. J'avais un directeur commercial incroyable qui était passé chez Adidas longtemps, qui s'appelle Christian Ricard, avec une grosse expérience dans le sport, ancien basketteur pro, semi-pro. Oui, pendant 1 an, tu apprends beaucoup à ce contact. Donc, je fais pas mal d'événements aussi. Là, je suis plutôt dans les piscines. Mais ouais, super expérience.
le milieu assez intéressant. Après, alors, évolution, clairement, financière, etc., oui. Mais en termes de spectre de mission de travail, au bout de 3 mois, je me dis, bah, ça va être compliqué parce que chez Kenny, tu te retrouves assez vite. Au bout de 2 ans, donc j'ai 23 ans, je gère 8 commerciaux sur la France, l'export, l'import, les catalogues, euh, la partie sponsoring, les pilotes, l'événementiel, la personnalisation. Donc, parce qu'on faisait beaucoup de personnalisation pour les clubs de moto. Donc, c'est un spectre de travail qui est énorme. Certainement trop large même parce que tu fais pas tout très bien. Mais donc, d'ailleurs, à l'époque, je prends un stagiaire avec moi qui s'appelle Simon Peterolf et qui, 15 ans après, bosse toujours pour nous chez 3S Racing. Dans l'industrie. Toujours dans l'industrie. Mais donc, je m'éclate. Franchement, chez Kenny, je m'éclate. Et là, arrivé chez Arena, le spectre de mission, il est d'aller voir les Intersports et les Sports 2000 pour vendre des collections été-hiver, quoi. Donc, il y a un peu de facing, un peu de quelques missions autres, mais honnêtement, Et rapidement les objectifs en plus, c'est ce que tu m'avais dit. oui, rapidement, si tu atteins les objectifs, t'es pas trop challengé pour faire plus, pas trop. Bon, ça, faut pas trop le dire aujourd'hui. Bon, je pense que j'ai pas d'anciens collègues de chez Arena qui vont regarder ce podcast. Mais globalement, t'apprends à travailler sur 2 mois et demi, tu as 2 mois et demi, 3 mois où tu es à la maison, tu fais vraiment pas grand-chose. Oui. Et tu reprends sur l'autre collection. Parce que tu étais bon aussi dans ton métier. Non, parce que moi, comme j'étais pas bon, j'y passais 3 mois. Je pense que les autres, en 1 mois et demi, ils faisaient les objectifs. Moi, je commençais, je passais 3 mois. Non, c'était. Et assez vite, il y en a qui sont vraiment faits pour ce métier. Et moi, je me rends compte que pas du tout. Pas du tout. Et au bout de 6-7 mois, Frédéric Lemeunier, hein, qui a quand même été partie prenante dans mon parcours depuis mes 12 ans, parce que peut-être sans son arrivée dans mon village, mon père ne se remet pas à la moto et moi non plus. À 16 ans, tous les étés, je bosse dans ces entreprises. Il avait des miroiteries, donc je brûle des demi-lunes de verre et je fais toutes les missions. À 17 ans, il m'envoie en pause. À 18, je suis livreur. Et à 19 ans, donc ça, c'est les jobs d'été. À 19, 20 ans, je suis en mes stages d'école de commerce. Donc, il m'envoie sur différents sites. Donc, et Fred, en fait, arrivé ma dernière année d'école de l'école de commerce à Lille, je dis là, le dernier stage, je ne fais pas chez toi, je veux voir autre chose. Et finalement, on se perd un peu de vue, parce qu'après Nouvelle-Zélande, après, je rentre chez Kenny. Et finalement, il revient au moment où je suis chez Arena, où lui a vendu toutes ses sociétés de Cap-Vert, veut investir dans la moto, me recontacte pour savoir si j'ai pas des pistes. Je lui en donne, ça n'aboutit pas. Et il me rappelle un moment en me disant, tiens, je vais voir une boîte 3S Racing, ça te parle? Et bah oui, ça a 15 km de là où je vis à l'époque, donc je suis à Rouen. Et je lui dis, bah ouais, bien sûr, c'est un ancien client de chez Kenny, je connais. Il me dit, bah j'y vais la semaine prochaine. Donc je lui dis, bah viens dormir à la maison la veille, et puis bah je viens avec toi. À l'époque, on est dans cette intersaison où j'ai pas grand-chose à faire. Donc je vais visiter, je pense, la première fois la boîte avec lui. Et le mécanisme se met assez vite en place, où bah, il me propose quelque chose d'intéressant, pas à très court terme, mais sur du long terme, qui peut être vraiment intéressant s'il y a de la performance. Et puis d'un gars qui t'avait confiance, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Fred Lemeunier, c'est un gars qui a été impliqué dans la moto. Tu disais des miroiteries, mais en fait, il a été impliqué dans la moto. Oui, depuis le jeune âge. c'est un ancien top pilote de sable. Il a dû faire une fois 4e et une fois 5e au Touquet dans les années 88-89, je crois. Il est là, après vous pouvez lui demander. Qui a, je pense, été un peu semi-pro quelques années, 4 ou 5 ans. Et ensuite, qui a créé le Beach Cross de Berck. Donc, une implication folle dans la moto. Aujourd'hui, je ne vais pas me tromper, je pense que Fred, il a 63 ans. Dans la boîte chez 3S, c'est lui qui roule le plus et de loin, quoi. Il roule 2 à 3 fois par semaine, ici, même au Bud Racing. Encore chez Arena, il fait 8 travaux à mois et demi, après il roule. C'est ça. Mais non, c'est un pratiquant assidu, fan absolu de moto tout-terrain, vraiment fan absolu. Et les magazines de presse sont obligés de passer sur son bureau avant d'être redistribués dans la boîte, quoi. C'est lui qui les dévore. Voilà, les motos vertes, ils font une soirée ou deux et ils les ramènent après, quoi. C'est un fan complet, quoi. C'était quoi 3AS quand il l'a racheté? 3S, en fait, c'est déjà un site de vente en ligne. L'historique, il est assez marrant. 3S, ça
C'est 2007 la création et en fait, c'est une dame qui crée ça avec son mari, Armelle Savreux, son mari Sylvain et en fait, à la base, c'est un terrain de motocross privé en Normandie. D'accord. Heu, je vais essayer de retrouver le nom, là, je l'ai plus. C'est un terrain de motocross privé et en fait, ils gagnent leur vie, en faisant, rouler des gens, en faisant des stages et cetera. Assez vite, des gens cassent les motos donc ils se mettent à faire déjà du ce qui se fait peut-être un peu ici ou chez d'autres, du gardiennage un peu de moto donc tu peux aller rouler le samedi, tu laisses la moto, je crois que c'est le mari Sylvain, il la nettoie, il la bricole, tu reviens le samedi d'après, ta moto elle est prête. Donc ils font ça et assez vite on leur demande des pièces, donc ils mettent un LGco comme là où on est et ils ont quelques pneus, quelques leviers et cetera. Et en 2009, ça prend un peu plus de volume donc Armelle la patronne de l'époque monte un site et ça fonctionne, assez vite et assez bien. Je pense qu'il commence la première année 100 000 € de chiffre et il monte jusqu'en 2013, je crois, il monte à un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et ensuite ouais, ça va très vite de 2009 à 2000, ouais, 2008, 2009 à 2013, ça monte très, très vite. On est vraiment au tout début du e-commerce. C'est un des premiers sites en fait, hein, donc pas très connu parce qu'ils travaillent pas la com, ils travaillent pas l'image, ils ont pas vraiment de logo, pas trop de présence, mais en fait, Et super performant derrière, peut-être super clientèle à Google, tu vois, ouais, sur le référencement naturel, ils y passent beaucoup de temps. Je pense qu'Armelle Savreux à l'époque, quand on la rencontre, elle bosse, 17 heures par jour, tous les jours. Hem, mais assez vite arrive, la période des ads, donc de la publicité sur Google. Et Armelle, qui a vraiment fait un travail exceptionnel, elle a aussi des choses très arrêtées sur plein de choses. La pub, on n'en fera jamais. Tel fournisseur, il rentrera jamais chez moi. ça paraît impensable en 2025. Ouais, mais c'était ça. Et en fait, je pense que ça commence. Et d'autres, Moto Blues, enfin d'autres sites qui aujourd'hui sont très gros, eux, ils vont. En fait, le site en 2014, il fait plus que 2,7 millions. Et en 2015, il fait 2,2 millions. Donc, assez vite, chute du chiffre d'affaires parce qu'en fait, les méthodes qui étaient excellentes entre 2009 et 2011-12 le sont moins en 2013. Pas d'évolution. Pas d'évolution. Et puis, pareil, boîte familiale, j'ai l'impression un peu de tension à l'intérieur. Donc, voilà, nous, quand on récupère la boîte, c'est pas. Quand, du coup, assez vite, moi, je vais en Normandie souvent parce que je reviens sur le fait que j'ai un peu de temps libre. C'est pas très loin de chez moi. Donc, quand Fred s'y intéresse, j'y vais beaucoup. Quand je sais que je vais dealer avec eux, parce qu'Arena me laisse assez libre et il me demande juste de finir la collection et pour partir à la fin. Donc, je commence à y aller au moins 2 jours par semaine et je me dis que ça va être vraiment, vraiment compliqué parce qu'il y a un peu 2 teams, les 2 sœurs qui se parlent pas. Il y a une team avec une sœur, une team avec l'autre. C'est complexe. Et en fait, c'est pour ça où Fred me dit de toute façon très vite, la boîte, en fait, on la déménage à Bordeaux et on propose aux gens de venir, mais je pense qu'il n'y aura personne. Donc on repart là de zéro. Ça veut dire qu'il y a des smirmorques qui vont arriver, mais il n'y aura rien d'autre. Le but de déménager à Bordeaux, c'est quoi? C'est justement ça, de casser. Alors, Fred s'installe à Bordeaux. Et il y a déjà cette volonté qu'il ait la boîte à côté de chez lui et il a le souhait de vivre dans le sud-ouest. Et même si ça paraît hyper compliqué, je pense que c'est la meilleure solution. Alors, honnêtement, la première année, c'est une galère pas possible. Ça aurait été beaucoup plus simple de rester là-bas, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué de faire progresser la boîte. C'est comme repartir à zéro au final. On est reparti à zéro. C'est-à-dire que quand on arrive, moi, quand la boîte est déménagée, j'ai encore mon contrat chez Arena. Donc, ils m'autorisent à faire les allers-retours à Bordeaux. Les 3 connaissances que j'ai à Bordeaux, ça tombe bien, elles n'ont pas de boulot à ce moment-là, elles viennent nous aider. Il y a des smirmorques qui arrivent. Il y en a 12, 13, 14. Le site, on ne sait pas le faire fonctionner. Donc, on remet 3 ordi dans un bureau. Le stock arrive, les commandes tombent, on ne sait même pas comment les faire partir. La passation qui devait durer un mois dure une semaine, ça ne se passe pas bien. Armelle repart et on est lâché dans le grand bain sans rien. Ah oui. Donc la première année, elle est compliquée. On ne décroche pas le téléphone, on coupe le téléphone. Mais on apprend pendant un an à faire fonctionner ce site. Un poussé avec du ads, comme tu disais, ou On ne sait même pas ce que c'est à l'époque. À ce moment-là, on ne sait pas ce que c'est. Puis nous, Armelle, elle nous dit, il ne faut surtout pas faire ça. On se dit, il ne faut surtout pas faire ça.
Et de toute façon, on ne sait pas envoyer les colis qu'on a. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher plus de commandes à ce moment-là. Comment ça s'est structuré du coup? Vous avez repris l'équipe existante, vous avez recruté des personnes qui étaient Pas au du courant? tout, pas du tout. Je crois qu'il y a 12 personnes à l'époque. On fait 12 propositions de reclassement pour les déménager à Bordeaux. Tout le monde refuse, donc on repart avec zéro des anciens salariés. Donc on repart à zéro. Il y a Fred. Je fais venir un copain du Nord, Maxime Duflo, qui pareil, est en transition. Il bossait dans la moto chez Réaction. Il est en transition à ce moment-là. Il me suit dans le projet. C'est vraiment un copain de terrain de motocross. Et Maxime est toujours dans la moto aujourd'hui. Il a pas mal de business, de magasins dans le Nord sur Paris. Il vient avec moi. Cyril, qui est toujours chez nous, que je connais via mon ex-compagne, il vient nous filer un coup de main en logistique. Et puis assez vite, chacun apprend des métiers différents qu'il ne connaissait pas. Et la construction se fait comme ça. On recrute 2-3 personnes. Tamara, qui est toujours chez nous en apprentissage, qui est aujourd'hui la responsable du pôle Rider Gear. Et puis on apprend, quoi, en fait. De toute façon, les chiffres sont pas bons, on prend pas le téléphone, donc on est tellement bas que on a le temps, quoi. On apprend tranquillement. Ah, et ça, et à partir de là, au final, vous avez fait qu'évoluer, quoi. C'est là que vous avez touché le fond. Ouais, 2015, on touche le fond. Déjà, à partir de 2016, il y a une légère croissance. Et vraiment, à partir de 2017, on commence à avoir des process en place. Et après, la croissance, elle est vraiment forte et linéaire, avec une vraie accélération pendant le Covid. L'année Covid, pour nous, ça a été vraiment incroyable. Et au fur et à mesure, donc des déménagements. Et puis, en fait, tu te rends pas compte, il y a 10 ans qui sont passés. Et la boîte, c'est hyper structuré. Aujourd'hui, on est une trentaine de salariés. C'est marrant de se dire que moi, Transales, j'ai connu, je ne connaissais même pas à cette époque-là. Moi, j'ai connu à l'époque où vous étiez sponsor de Valentin Tellier, tu vois. Moi, ça vraiment là que j'ai vu, vous avez mis, je pense avec Simon d'ailleurs, tu l'as demandé Ouais. tout à l'heure, Simon Pétero, vous avez mis les moyens dans le com. Et des gars comme nous, alors peut-être on n'était pas la cible de 3AS, parce que nous, on était des pilotes, tu vois, compétition. C'est peut-être pas vraiment ce que vous recherchez en tout cas à cette époque-là. Mais et ouais, moi, j'ai connu vraiment bien plus tard. Ouais, moi aussi. Bah, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'en 2017, à partir de 2017, on commence à lancer une campagne de com vraiment décalée. On commence à prendre des pilotes, des teams. On retravaille toute la charte graphique, ce logo bleu ciel, enfin bleu, c'est pas un bleu ciel, mais un bleu cyan, où on se dit, bah, dans la moto, il y a que du rouge, du orange, personne nous connaît, on va sortir un logo bleu, un peu azur. Voilà, on prend pas mal de décisions, ça c'est plutôt ma partie. Maxime, qui est toujours là, il est sur le produit, c'est un chef produit, il a une connaissance du off-road que personne n'a à cette époque-là. C'est une machine, et sur les méthodes de travail, il est incroyable. Moi, je me penche plutôt sur la partie com marketing. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en 2017, les gens commencent à nous connaître beaucoup plus, alors qu'on fait toujours moins de chiffre d'affaires qu'en 2013. Je crois qu'en 2015, on est au Kenny Festival, on a fait imprimer 500 flyers, et on passe sur chaque voiture, chaque mec, sous chaque stand, pour lui donner un code de remise sur le site. Ça commence comme ça en 2015. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a des années-lumière de ça, mais il y a 10 ans, c'est du flyer main à main. À Berck-sur-Mer, on en refait un main à main sur la digue. Voilà, ça commence comme ça. Et on est 2-3 salariés, on se déplace sur les événements, et ça commence comme ça. Le secret, du coup, pour évoluer, tu dirais que c'est ça, même à l'heure actuelle, ou que c'est plutôt de se structurer vite, d'investir vite dans de la pub, ou continuer justement? Je pense qu'il n'y a pas de. Alors, le business d'aujourd'hui, il est quand même différent. Il va beaucoup plus vite d'il y a 10 ans. Le secret, ce serait. Je suis personne pour dire qu'il y a un secret. Nous, ça a bien fonctionné comme ça. Ça aurait pu être. S'il y a un grain de sable supplémentaire dans la machine, Fred, peut-être qu'il rachète la boîte en février 2015, et en août 2015, on ferme parce qu'on a pris la décision de déménager et tout. Il y a vraiment il y a le côté, est-ce que je te vends aujourd'hui, comme ça a été ça, la bonne décision, l'opportunité, ça aurait pu être le très mauvais choix. Il à refaire aujourd'hui, là, en 2025, vous auriez opté pour quel Est-ce que les flyers, ça marchait? C'était peut-être. Ouais, c'est ça. Ma question, c'est ça. C'est est-ce qu'à l'heure actuelle, tu serais. Puis je suis persuadé qu'il faut. Beaucoup serein. Je suis persuadé que sans moyens, il faut repartir par là. Et que même avec des moyens, il ne faut pas oublier cette partie-là. D'ailleurs, malgré les moyens que l'on met aujourd'hui sur plein de choses, en com, etc., on est toujours présent. Aujourd'hui, au Sandbike, on est toujours présent sur la piste. Ça arrive même encore qu'on fasse des flyers. Alors, pas aujourd'hui, le côté écologique veut qu'on préfère travailler un peu différemment que de flyers papier qui sont jetés après pour une partie.
Mais non, on est toujours hyper proche du terrain. Donc je pense que ça reste une des clés du succès. Et à savoir s'il faut refaire ça, ben, en fait, on vient de le refaire il y a 3 mois. Donc, est-ce qu'on apprend ou pas de nos erreurs? Je sais pas, mais on vient de refaire exactement la même chose avec le rachat d'Xtem Moto, où on a décidé de tout casser, de reprendre tout à zéro, un peu comme ce qu'on a fait il y a 10 ans, quoi. Tu as parlé d'Xtem, on va y revenir après parce que c'est vraiment la nouveauté de ces derniers mois. Ouais. Mais tout roule, là, comme on disait, le chiffre d'affaires augmente, ça y est, les process sont en place, vous recrutez du côté de Bordeaux. Et Exactement. là, on arrive à 2024. Qu'est-ce qui se passe? 2024, il y a exactement 13 mois, là, hein, le 15 août, cyberattaque. Le 15 août dans la nuit, ouais, cyberattaque. Donc le 16, en plus, moi, c'est assez drôle, je rentre de congé paternité, j'ai mon dernier enfant. Et mes équipes, le 16 août, c'est un vendredi, donc ils m'appellent, le site fonctionne plus. Bon, un vendredi, lendemain de 15 août, c'est pas impossible qu'il y ait quelques problèmes techniques, mais ça dure quand même un bon moment. Je pense même que dans la journée, j'ai Jérôme Delziani au téléphone et je lui dis ouais, putain, de Moraco, mon site il est coupé, bon, on est en train de bosser, là ça va revenir. Il est coupé, c'est un peu le bordel, mais et en fait, le soir, ça revient toujours pas. Là, ça devient compliqué. On se rend compte que notre prestataire Octave donne plus signe de vie et on va chercher quelques sites d'autres clients de chez Octave et on voit qu'ils sont tous coupés. Donc là, on se dit, il y a quand même un problème un peu plus important. Dans le week-end, il n'y a rien qui revient. Et parce qu'on a l'affût, forcément, on se dit, ça va revenir, tu vois, ça peut pas durer trop longtemps. Sachant que 100% du chiffre d'affaires vient de là. 100% est online. Donc, à partir de nous, du moment où le site est coupé, il y a zéro chiffre d'affaires. Il n'y a plus rien. Et le lundi, on a une communication officielle de Octave, cyberattaque, ransomware. Donc Octave, c'est notre ERP. C'est vrai que pour expliquer un peu, on a un site e-commerce, un ERP à l'époque, une partie logistique, comptabilité et tout. Tout ça, c'est un seul et unique prestataire qui s'appelle Octave, qui est une boîte basée à Angers. Quand on reprend la boîte, quand elle est rachetée en 2015, ça fait 3 ans que 3S est chez Octave. Honnêtement, il y a plein de choses qui sont positives, d'autres qui ne le sont pas. C'est des chantiers qu'on aurait pu mener avant, mais le chiffre progresse, tout va bien, comme tu le dis. 2015-2024, une croissance sans heurts, sans rien. Donc tu te dis, pourquoi je vais me mettre un gros chantier informatique à 200-300 000 euros? Parce que c'est à peu près de ça qu'on parle, de changer un ERP et tout, alors que tout va bien. Donc on continue. Puis ils sont rachetés par un gros fonds d'investissement. On se dit, tout roule, un gros fonds canadien. Ils vont remettre les watts et ça va. Donc, et donc Octave, on a tout chez eux. La compta, l'ERP, la logistique, le site, tout. Il y a juste notre boîte mail qu'on n'a pas chez eux. Et quand ça coupe, on n'a plus rien du tout. Et, sauf des mails pour nous demander où sont les commandes et sur lesquelles on n'a plus de visu, quoi. Et le lundi, ils envoient cette communication qui est ransomware. Tous les clients sont impactés. On a coupé les serveurs. On bosse dessus. On espère que ça reviendra demain, quoi. Ok, on attend. Et le lendemain, communication, mais en fait, c'est plus grave que prévu. On ne sait pas quand, mais si, ça reviendra. Donc là, dans 2-3 jours, le discours, il a changé. Et là, plus de discussion avec eux. Ils ne peuvent plus nous parler, en fait. C'est carrément... c'est la BRI qui vient prendre le relais chez eux, parce que c'est un ransomware. Je crois que tous les clients réunis, on doit peser pour 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Le plus gros, je le cite souvent, mais c'est Cache Piscine. C'est en plein mois d'août, c'est 250 magasins qui ont plus de caisse enregistreuse, plus de gestion de stock, plus rien, quoi. Plus de site internet de vente, plus rien. Donc assez vite, on n'a plus que des communications officielles. Et avec Fred, avec mon codir, hein, Vincent, Cyril et Guillaume, on se pose vite la question. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Octave nous dit, on pense que ça va revenir, mais on ne sait pas quand. Ou alors, Là, on en a combien de jours là? là, on est à J+3, J+4. Sachant que c'est un problème, c'est chiant à gérer un problème, mais vous avez zéro chiffre d'affaires. On n'a pas de chiffres, on a plein de salariés qui viennent tous les jours sans rien, qui sont payés. Et là, je pense qu'il y en a 31 à l'époque. Et là, le téléphone, il sonne en permanence. Elle est où ma commande? Juste les problèmes. Et là, je ne sais pas où est la commande, parce que elle est là, on l'a eue, mais on l'a perdue. C'est-à-dire que peut-être tu as passé une commande le jeudi soir, tu as payé 1 000 euros, je ne sais pas qui tu es, ce que tu as acheté, où on est, je ne peux pas te rembourser parce que je ne peux même pas contrôler que tu es bien payé ou que je t'ai bien envoyé la commande.
Tu sais pas si tu as les fournitures. Je C'est sais de pas si faire j'ai les produits, tu l'as en stock. je sais rien du tout, du jour au lendemain. Donc on explique au client et assez vite on se dit OK, le temps de réfléchir, on a une communication transparente avec tout le monde, donc on prend la parole, Fred, moi, je pense qu'on nous avait jamais vus devant la caméra et on explique exactement ce qui se passe et ce qu'on essaie de faire. Et tous les jours, après Guillaume prend un peu plus le relais, on explique où on en est et ce qu'on essaie de mettre en place. Et au bout de 7 ou 8 jours, moi, Vincent Chabernaud, notre responsable e-commerce, ça faisait déjà longtemps qu'il voulait partir de chez Octave. Donc, dans son coin, il avait déjà creusé un peu le sujet. Et puis, il me dit, bah, finalement, je crois que j'ai des devs, PrestaShop. Ils m'ont parlé d'une solution véhiculier clé en main, donc pour mettre les machines. OK, il y a ça. Bon, on fait des calls. Et assez vite, on se dit, bon, OK, Guillaume, il a le fichier produit sur un fichier Excel. On est en train de nettoyer la base client. Donc, Jérémy, il a la base client. Intel, il a la base fournisseur, la base de prix. Hop, on met tous les fichiers. On se dit, OK, on n'a pas de photo, mais on a à peu près de quoi remonter un site. On trouve des devs, ils se mettent en mode commando pour nous. On a le véhiculier, les serveurs, OK. Tiens, on a l'impression on commence à avoir un semblant d'architecture. Donc, on discute avec Fred, quoi. Quel timing on se donne pour être en capacité de repartir. Parce que là, En fait, pendant ce timing-là, vous payez des gens, des prestataires, des salariés, et il n'y a rien qui rentre. bah, en fait, Zéro. on va être totalement transparent. La boîte est bien gérée. Je dis pas ça, c'est moi, c'est Fred, hein, bon père de famille. On a une trésorerie à plus d'1 million d'euros. Tout va bien, ça paraît très large. Quand tu n'as plus du tout d'activité, c'est un mois, Neige au soleil. c'est un mois et demi en fait, hein, parce que tu dois, tous tes achats que tu as fait sur le mois de juin, juillet, mais tu dois te payer tes fournisseurs à 30, 60 jours. Donc tout arrive là, les salaires, tout. Et en fait, à la fin du mois, il te reste 300 000. Et après, là, tu dois commencer à prendre ton téléphone et appeler chacun des fournisseurs en disant, voilà ce qui se passe. Donnez-nous un peu de latitude parce que sinon, on ne pourra pas repartir en fait. Les fournisseurs de 3AS, c'est qui? Pour en citer Bah, quelques-uns. on les appelle, en fait, on fait assez simple, on se partage avec Fred, on les appelle dans l'ordre du plus important au moins important. Donc, c'est les beers, les parts, les Moraco. Je ne donne pas forcément dans le bon ordre, hein, mais les beers, parts, Moraco, Too Much, Acerbis, UFO, Shot, Kenny, enfin tous ces gens-là. Ouais. On les appelle, on leur dit écoutez, voilà, si on vous paye tout cela, dans 2 mois, il n'y a plus rien. Donc, laissez-nous de la latitude et puis on trouve des deals parce qu'on a quand même construit une certaine solidité et je pense on est une certaine rassurance auprès des fournisseurs qui fait qu'en grande majorité, ils nous font tous confiance. Et puis Ouais, pour ça s'est bien passé du coup avec la ouais, plupart. vraiment super bien, super bien. Il y en a quelques-uns qui me disent, bah, nous aussi on est un peu tendus, donc forcément on va privilégier, souvent c'est plutôt des petits, privilégier de payer certains fournisseurs qui sont des fois aussi eux-mêmes tendus. Mais franchement, on trouve des deals avec tout le monde. Et ça nous permet de garder un peu la tête hors de l'eau. Mais Fred va jusqu'au tribunal de commerce, quoi, pour savoir si on met la boîte en redressement ou ce qu'on fait, quoi. Là, du coup, on en est à. Là, on va dire qu'on est à commence à J+7, repartir. J+8. Ouais. Et au bout de 8 jours, je dis à Fred, bah, je pense qu'on a la solution. Et les devs nous donnent 2 mois et demi. Il me dit 2 mois et demi, on ne les a pas, donc on les saigne. On dit les gars, C'est très court. c'est très court, c'est très très court. En gros, Et on leur demande s'ils peuvent arrêter tous leurs projets. Ils appellent eux-mêmes leurs clients. OK, on peut vous mettre, je pense, un truc en ligne bancal dans 6 à 7 semaines. Bon, 6, c'est mieux que 7. OK, on se donne ça. Et donc là, on doit être le 20 août. Et finalement, le 25 septembre, bah, je pense que je suis avec vous quelques jours avant, Kenny. Et on se dit, le site, il repart lundi. Pas du tout. Et en fait, on a traîné et il repart 8 jours après. Donc, on parle d'un site où rien ne fonctionne, pas de véhiculier ou à moitié, pas de photos. Enfin, voilà. Mais le premier jour, on reprend 10 commandes, quoi. Vraiment, ça doit être des potes. Je ne sais pas comment ils trouvent les produits. Mais voilà. Faut pas oublier que dans ce process-là, donc on met 70% de nos ressources à travailler sur ce site, mais il y a quand même toujours à ce moment-là 1000 clients qui ont payé. Ouais, Parce que c'est à peu près ça quand le site coupe, il y a entre 900 et 1000 commandes dans l'ordi, et donc 1000 clients insatisfaits. Et là, Jérémy Jérémy Dumont qui bosse toujours avec nous, il trouve un système en disant, attends, quand les mecs font une commande, ils ont une confirmation de commande, ok, et quand la commande part, ils ont une confirmation d'envoi.
mécaniquement, ça, c'est en dehors d'Octave. Toute personne qui a reçu une confirmation de commande, mais à qui on n'a pas envoyé de confirmation d'envoi, j'imagine qu'on n'a pas envoyé sa commande. Ok, ça part d'un bon principe. Donc là, ils reprennent que les confirmations de commande papier. Là, vous y avez tant sollicité les clients, vous avez la main là. Ouais, on a la main. C'est un prestataire qui s'appelle Brevo qui envoie les emails. Et donc, ils reprennent ça à la main. Un par un, c'est fois 1000. Un par un, fois plus que ça, parce qu'il y en a à qui on a envoyé. Donc, ils arrivent quand même un par un. Aujourd'hui, ils bossent tous un peu chez moi avec l'IA et tout. Ils arrivent quand même à trouver des combines. Mais à la fin, il y a quand même, ils trouvent à peu près 900 confirmations sans envoi. Donc, on doit être pas loin du compte. Là, ils ressaisissent tous les produits à la main. Ils ont que la ref et le début du nom du produit. Et après, de par ça, comme on a les fichiers de stock et de zone, on arrive un peu à savoir, en faisant matcher des fichiers Excel, si ce produit-là, ce serait pas celui-là. Et là, on prévient les clients, on commence à leur renvoyer des produits. Mais c'est un chantier incroyable. On retravaille avec du papier, des classeurs Excel, des marqueurs, et on envoie, je pense, pour certains clients, leur commande, elle est partie en 5, 6 envois. Parce qu'on envoie d'abord ce qu'on a, puis après, en fait, on retrouve des produits qu'on ne pouvait pas rentrer. Il y en a un produit complémentaire de la commande qui est en réception, qui n'avait pas été réceptionné. Puis après, on demande aux fournisseurs s'ils ne veulent pas nous livrer quand même les produits qui manquent pour compléter les commandes. Et puis après, on en retrouve. C'est un chantier. On rembourse des clients à qui on a envoyé la commande, on rembourse 2 fois ça. Et là, on se rend compte qu'on on n'a plus rien. Mais on met quand même, on a 30% de nos équipes qui bossent là-dessus pour au moins dire, les gars, ça ne va pas être parfait, mais on fait tout ce qu'il faut pour le plus vite possible, vous ayez vos pièces et au moins on livre. Et l'idée, c'est aussi de ne pas rembourser. C'est-à-dire qu'on sait que la trésor, elle va être tendue. Il faut idéalement rembourser personne, quoi. Et de manière générale, au niveau des clients, comment ça s'est passé? Parce qu'on le sait, dans le motocross, enfin dans la moto en général, c'est un sport individuel. Le gars, il regarde son petit beefsteak qui te défend toute l'année et il se dit, attends, moi j'ai passé une commande à 1000 balles, j'ai pas reçu, j'ai rien à faire de voir les deux ans. Ouais, faire des vidéos, à m'expliquer ils ont eu une cyberattaque. Franchement, il y a d'autres qui ont été comme ça, mais de manière générale, comment ça s'est passé? Dans 90% des cas, à partir du moment où on a pris la parole, ça s'est bien passé, vraiment bien. Pas mal de clients même qui disaient, mais c'est garder la commande, je m'en fous. Ça fait 10 ans que je commande chez vous et tout. C'est pas la majorité, hein, mais il y en a eu. Nous, on l'a fait, Blaise. Oui. Non, je crois pas. Je crois pas. Si j'étais les premiers, vous avez été les premiers à appeler pour aller. Mais non, il y a eu de tout. Après, de toute façon, on est tellement focus, on est embarqué on est dans une machine à laver qu'en fait, à un moment, je pense même qu'à un moment, on coupe le téléphone pour dire de toute façon, on a tellement de missions que si on répond à tout le monde, ben, je mets, c'est être factuel, j'ai 15% des gens qui répondent à des gens qui ne sont pas en capacité de leur répondre. Donc prenons la parole, faisons des mails, travaillons un peu comme ça, mais on coupe le téléphone et on met un message vocal en disant franchement, ben là, vous ne pouvez pas nous contacter, on fait tout ce qu'il faut pour envoyer votre commande. Faites-nous un mail à cette adresse-là, si vous voulez qu'on vous rembourse ou quoi, et puis on essaie de trouver des solutions. Mais on a vraiment l'idée de remonter le site le plus rapidement, c'est la survie de la boîte. Éviter au maximum de rembourser les clients, donc trouver des solutions pour livrer les produits, quelles qu'elles soient. Faut quand même savoir qu'on appelle des fournisseurs en leur disant « livre-moi », alors que je te dois beaucoup d'argent et que tu n'es pas sûr que je vais te payer. C'est un peu ça quand on les Il appelle. faut de la confiance là derrière. Il faut de la confiance. Et honnêtement, ils ont tous livré. Mais parce que vous leur disiez comme ça? Vous leur disiez, bon, franchement, oui, ça peut. C'est Bah, un gros problème. de toute façon, en fait, le discours, il est simple. Si vous nous aidez pas, on est sûr, vous êtes sûr et certain que ça repartira pas et que vous serez pas payé. Et globalement, vous perdez tous un très gros client parce que en général, on est un gros client chez tous les fournisseurs français et européens. Donc, si vous nous aidez, on pense qu'on a de grandes chances de réussir. Donc, le discours, ouais, il est comme ça. On s'est partagé avec Fred. Il est transparent. Et de toute façon, quand on prend la parole après sur les réseaux, c'est en totale transparence. Et là, quand ça repart, comment ça repart? Est-ce que ça repart d'un coup? Est-ce que ça a mis une inertie? Est-ce que... Non, il y a une grosse inertie. Bon, en septembre, on commence à avoir 10, 15, 20 commandes. En fait, ce qu'on fait pour essayer de re-rentrer... En fait, là, il y a un seul objectif. À ce moment-là, c'est re-rentrer de la trésor, vendre des produits qu'on a. Bah, des tonnelles, on les brade en disant « Ok, on va vendre 20 tonnelles par jour, on perd de l'argent, mais on rentre de la trésor, quoi. » Et plein de petits produits qu'on avait, on fouinait dans le stock. Ça, on en a 10, il faut le mettre en avant, il faut les sortir. On essaie de vendre un maximum de produits physiquement dispo pour avoir le moins possible d'achats à refaire chez les fournisseurs. Au début, rien ne fonctionne, mais assez vite quand même, au bout de 10 jours,
le gros fonctionne, le site marche, le système d'achat d'Appro fonctionne, la log, l'outil fonctionne hyper bien. Voilà, c'est vite, on se dit qu'il fonctionne mieux qu'avant. Donc tous les outils de notre quotidien, on se rend assez vite compte qu'ils fonctionnent et pour certains mieux qu'avant. Donc maintenant, il y a 1 mois et demi où j'ai des chefs produits, pendant 2 mois, ils ont fait que mettre des photos en ligne. Un boulot, horrible. Ouais. Donc en parallèle de ça, il faut aussi essayer de donner à tes gars des missions un peu plaisir parce qu'on va pas se mentir, sur les 13 mois qui viennent de passer, on n'a jamais perdu autant de personnes parce qu'on a épuisé beaucoup de monde. il faut partir à la guerre tous les matins. Tous les matins, tu devais partir à la guerre. Il y avait un système de primes chez nous qui touchait plus, qui était quand même un beau complément de salaire. Des petites habitudes qu'il y avait, tu reprends tout à zéro, même si c'est le même business, tu reprends tout à zéro. Rien ne va. Et puis moi, je suis plutôt zen en général, on est tous un peu stressés, on est certainement moins sympa avec tout le monde des fois. Enfin, on est tous en stress. Il y a un stress et on licencie des gens. Chose qu'on a essayé de retarder le maximum possible en demandant aux salariés de poser des congés anticipés, etc. Et à partir du mois de novembre, on est quand même obligé de licencier 5 personnes. Et ça, en 10 ans, ça nous est jamais arrivé. Donc, on s'est déjà séparé de gens, des gens qui sont partis, etc. Mais le licencier par rapport à un problème économique, c'était jamais arrivé, quoi. Donc là, les salariés, ils commencent eux aussi à se dire, attends, je vais quand même chercher du boulot ailleurs parce que je sens que ça pue, quoi. Avant, quoi. C'est pas un Plus comme avant. c'est C'est pas plus une- comme avant. Tu plus 10 ans de croissance à maîtriser. Là, connaître un crash comme ça, c'est plus du tout les mêmes paramètres. Donc, et beaucoup de monde part dans l'année quand même. Donc, en plus de remonter le site, il faut restaffer des gens sur des process que tu n'as toujours pas mis en place, que tu maîtrises toi pas du tout encore. Donc, pendant 3-4 mois, on a une qualité de service, même 5 mois, 6 mois au service commercial qui est moyenne parce qu'on ne peut même pas recruter, on ne maîtrise pas nous-mêmes le fonctionnement. Et l'outil continue à évoluer tous les jours, en fait. Vous vous en rendez pas compte en tant que client, mais tous les jours, il y a des nouveautés qui arrivent ou sur le site ou en bac. En fait, la refonte, on l'a faite en 6 semaines. Il y a eu un budget qui a été dédié à ça, mais tous les mois, on a quasiment 5 000 € de budget mis pour une refonte continue, en fait. Ouais. On avait 3 phases. La phase numéro 1, mettre quelque chose en ligne, même bancal. Le numéro 2, 2 ou 3 mois après, il fallait qu'il y ait les photos en ligne, que vous puissiez retrouver votre compte client, le garage, les machines, à peu près le fonctionnement normal. Et après, la phase 3, on est en train de la terminer, c'est que tout fonctionne, les outils marketing. Voilà, donc ça a été un vrai combat. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est loin, mais c'était il y a 1 an. Il y a un an, ouais. Il y a un an. C'est à partir de quand que le chiffre d'affaires est redevenu normal? Même si c'est difficile à dire parce que le mois, je peux prendre un exemple, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2023, potentiellement en 2024, novembre 2024, il sera moins beau. Je sais Ouais, pas pourquoi, voilà, l'industrie c'est cyclique, oui. mais pour vous, à quel moment vous avez été rassuré en vous disant, bon là, le chiffre d'affaires, c'était ce qu'on faisait avant? En décembre, on voit quand même que les chiffres reviennent correctement. Déjà, en fin novembre, fin novembre, tu as le Black Friday. Je crois qu'au moment de Milan, on est à Milan, donc on y va là aussi. D'habitude, on y va à 6-7. Là, on a 2 avec Guillaume. Et des MTU. Et là, on fait que le tour des fournisseurs que l'on a. Donc, on va voir personne de nouveau. On va pas fouiner des pièces. Et on leur explique que voilà où on en est. Regarde sur mon ordi, les courbes de commande, elles remontent. On va recommencer à payer. Vous allez voir, on repasse les commandes. On est chaud. Et en plus, les 2-3 jours avant Milan, on sent qu'on a une poussée de commandes, quoi. Donc, on est quand même vachement rassuré. Réellement, on va dire, les premiers vrais beaux mois qu'on refait, c'est mars 25, où là, on se dit, OK, là, on est revenu, on repasse le 1 000 000 €. L'orga, elle n'est pas encore huilée. Au service commercial, c'est compliqué. Et en termes de coût de fonctionnement, c'est plus élevé parce qu'il y a encore du Non, développement. ouais, alors non, c'est quand même mieux qu'avant, parce qu'Octave nous coûtait très très cher. Mais ce qu'on maîtrise pas, c'est en fait en faisant remonter les chiffres, parce que c'était la survie de la boîte. On épuise les gars, parce qu'en fait, ce qu'ils faisaient en 5 minutes, ils le font en 15. C'est tout l'humain qui est. Les clients, ils sont insatisfaits plus qu'avant, il y a plus de délais. Mais en fait, on a vachement baissé notre niveau de stock pour remonter la trésor, donc moins de dispo, on achète moins vite, moins bien.
la livraison se passe moins bien parce qu'avec certains fournisseurs, on a quand même un peu. Voilà. En fait, Effet boule de neige. tu as un effet boule de neige négatif qui se crée. Donc, et à un moment, on se dit, OK, on limite un peu les investissements marketing, on revient sur des chiffres même qui sont un peu moins bons. On va essayer de sortir la tête de l'eau et surtout, on passe service par service où on dit, OK, ton problème, c'est celui-là, enfin, vos problèmes. Et avant de faire quoi que ce soit, on règle chacun des problèmes. Et aujourd'hui, il reste quelques bricoles en compta, mais on a mis tout ça derrière nous, mais ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait 3 ou 4 mois. Ça fait 3 ou 4 mois. Pour savoir, pour rester sur cette partie problème, qui est en charge dans chaque de chez vous, dans chaque pôle, de se dire, bah, tiens, regarde, tu as ce problème. Est-ce que c'est toi qui gères ça? Tu as ce problème, on va le régler ensemble? Non, il y a un responsable. En fait, il y a 3 cadres chez nous, en plus de moi. Guillaume Théiou qui va s'occuper du produit, du marketing. Vincent, que vous connaissez moins sur les circuits parce que lui, c'est le responsable e-commerce. Sans lui, on repartait pas. Donc lui, ça va vraiment être le lien et le liant entre nous et toutes les places. Parce qu'avant, on avait un prestataire, Octave. Aujourd'hui, on discute avec 15 ou 20 prestataires de façon quotidienne. C'est vraiment lui le responsable de ça. Donc, il fait un peu tampon avec certains services. Cyril sur la partie logistique et commerce. Donc, logistique, ça a très vite roulé. Alors qu'on s'est dit, ça va être très complexe. Au bout d'un mois, ça roulait mieux qu'avant. Pas de problème, plus de problème. Ok. Mais au commerce, il y avait quand même pas mal de process. Donc, lui, il a remonté ses manches là-dessus. Et après, moi, j'essaie de passer du temps dans chaque service, de me mettre à la place, de faire 2-3 jours avec eux et de me dire, parce qu'ils me remontaient le problème. En fait, le problème, tant que tu ne l'as pas vécu, tu te dis, en fait, ils en ont tous des problèmes. Ils ont tous des problèmes. Après, moi, mon rôle, à un moment, c'était de dire, Prioriser. on va prioriser chaque problème et se dire, OK, tu as un problème marketing, mais d'abord, on va solutionner le problème là au service commercial. Ils sont sous l'eau, ils vont craquer. Là, on est en train de parler d'humain. Du coup, c'est forcément prioritaire sur tout le reste. On verra le marketing après. Et puis là, il y a un problème de compta. Donc, la compta va venir avant le marketing. Voilà. Mon rôle, c'est plutôt de prioriser. Et après, le régler, c'est plutôt à eux. Du coup, rien n'est gagné. Ça renvoie de la vente, mais il y a quand même le rachat d'Xtem. Ouais. Alors, c'est fou parce qu'en fait, on se dit, bon, les gars, ils viennent de passer une sacrée étape. Tu vois, tu refais ta trésorerie, machin. Il y a les outils qu'il faut encore peaufiner. Et là, vous vous dites, bah, ça serait bien d'avoir une boîte. Ouais. C'est comme ça que ça se passe vraiment ou comment c'est perçu? On va même expliquer comment c'est perçu en entreprise parce qu'il a fallu avoir un discours de totale transparence. La réalité, c'est que ça fait des mois qu'on dit aux salariés c'est difficile. Financièrement, c'est difficile. Vous avez moins de primes qu'avant parce que c'est difficile et c'est une vraie réalité économique. Et là, on leur dit on va racheter une boîte. Il y a une vraie explication à amener. Donc, Xtem, ça fait longtemps en fait que Michel Dasneves, on discute ensemble. Ils ont vraiment une belle approche, je trouve, de leur marché. C'est un marché, le trail adventure, qui nous intéresse. On avait commencé à mettre le pied. Tu es venu avec nous dans le désert des monnaies grosses. Donc le trail, c'est un marché qui nous intéresse depuis très longtemps. Donc on a commencé, ça commence à fonctionner un petit peu. Et Xtem Moto, qui est un beau site français qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a 1 an ou 2, ils sont en difficulté. Michel m'en parle et me dit on est en redressement, donc surveillance et tout, ça va pas très bien. Ça fait longtemps qu'on sait que il y a un moment, il faudra aussi qu'on arrive à faire des croissances externes pour accélérer la croissance. Mais Octave, on en revient toujours, ce logiciel, il nous empêchait de plugger plein de choses. C'est-à-dire que demain, si on rachetait une autre boîte, en fait, on avait 2 sites, dans 2 bureaux différents. Il n'y avait aucune transition possible entre les 2 équipes et tout. Donc, finalement, tu continues à faire 1 plus 1 pour faire 2 et il n'y a pas un intérêt énorme. Et là, finalement, le fait d'être passé sur beaucoup d'outils open source, PrestaShop, etc., Xtem PrestaShop, nous PrestaShop. C'est-à-dire que c'est simple. Quand mes gars à la boîte, quand ils vont entendre ça, ils vont rigoler parce que la réalité, elle est un peu différente. Mais tu prends les 2 sites, on a un outil de logistique, tu le plugues sur les 2 et puis ça fonctionne, quoi. C'est pas exactement ça, mais après quelques temps de travail, Ça peut être comme ça. Ouais. les équipes, on plug un outil de service commercial là, qui s'appelle Zoho. Les mails de Xtem, les mails de 3S, ils arrivent sur le même outil, les mêmes personnes répondent au même. Et on a un outil Store Commander pour mettre les outils en ligne, c'est le même. Alors le fichier Excel doit être un peu différent aujourd'hui parce qu'on doit faire une refonte d'Xtem, mais globalement, Guillaume, demain, il peut mettre la marque Prox en ligne chez 3S et en 20% de temps supplémentaire, il la met en ligne chez Xtem. C'est pas encore ça, c'est ce qui arrivera dans 4 à 5 mois. Mais
Donc un gain de productivité énorme. C'est-à-dire qu'XTEM, 3 millions, ils sont 10, 12 à un moment. On a l'ambition peut-être de remonter assez vite à ça, peut-être 2027, certainement pas 2026, qu'on a un chantier refonte, on repart dans un chantier, mais peut-être avec 4 ou 5 personnes et plein de personnes qui bosseront en transverse sur 3S et sur XTEM. Donc, comment on explique ça aux salariés? C'est assez simple en fait. Ce qu'on vient de connaître, on l'a connu parce qu'on était aussi intégralement dépendant d'un site, d'un canal. Et moi, cette dépendance, ce toucher du doigt que tu peux tout perdre du jour au lendemain, je veux plus le connaître. Donc le fait d'amener un autre site, peut-être demain 2, 3, 4, on devient vachement moins dépendant d'une seule source de revenus. Dilue le risque. Tu dilues le risque. Donc en investissement financier, c'est ça, on dilue les risques. Et là, donc ça, il y a ce premier principe. Le deuxième, c'est que j'ai des gens, moi, dans la boîte aussi, qui sont là depuis longtemps, qui ont des super profils, beaucoup, qui ont envie de progresser. Et à un moment, pour les faire progresser, là, ils ont envie de progresser des fois plus rapidement que la boîte peut progresser. Le fait d'amener des croissances externes, ça va leur permettre à eux de créer. Aujourd'hui, j'ai un responsable data chez moi. C'est un poste qui n'existait pas, qui n'aurait pas pu exister s'il n'y avait que 3S Racing. Et j'ai une personne chez moi qui a pris ce poste. C'est une évolution interne. Ce poste n'aurait jamais pu exister. Et c'est un profil incroyable. Il serait peut-être parti dans 1 an de la boîte parce qu'il voulait un peu plus. Donc ça amène aussi pour plein de monde des nouvelles opportunités. Et surtout, c'est sur un marché qui est quand même hyper porteur. Donc pour la boîte, elle va grossir plus vite. Potentiellement, les salariés, ils auront des missions plus intéressantes, plus de salaire, hein, parce que c'est la finalité de toute personne qui vient bosser, c'est ça. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Donc voilà. Mais effectivement, il y a quand même un gros travail d'explication à leur faire sur pourquoi, comment on finance ce site, pourquoi c'est une belle opportunité, pourquoi on y croit. Et une bonne partie comprennent, une très grande partie nous font confiance aussi. Et puis quelques-uns ne comprennent pas et partent. Tu vois, c'est la vie d'entreprise en se disant, attends, mais plus de primes, plus de machin, et en plus on est vraiment sous l'eau. Ils nous remettent un site, on va être encore plus sous l'eau, et c'est une réalité. XTEM, liquidation, donc en fait c'est le tribunal qui décide du timing. Si c'était arrivé janvier 26, on n'aurait pas dit non. Tu vois, si on s'était donné 3-4 mois de plus, ça aurait été vachement plus confortable pour nous. Donc XTEM, là, aujourd'hui, est arrivé. Le site fonctionne hyper bien. On est déjà plugué sur la logistique. Ce qu'on ne savait pas, le site a un peu un déficit technique, il est trop vieux. Donc, on doit repartir sur une refonte complète de site. Ce qu'on a fait il y a 1 an, on vient de re-signer un devis. Là, j'ai signé lundi le devis. Donc, on repart sur une refonte complète. C'était dans les tuyaux depuis le mois de juin. J'ai dit, on ne fait pas ça pendant l'été. On laisse tout le monde partir en vacances tranquillement. Tout le monde est revenu là. Et donc, on repart sur une refonte complète pour pouvoir en fait amener un maximum de liens entre 3S et XTEM. Le véhiculier ne fonctionne pas aujourd'hui sur XTEM parce que le site est trop ancien, la technologie. Donc, refonte, et on crée un maximum de liens. Et après, on va commencer à s'intéresser, chose qu'on a au marché du trail. Et là, il va falloir, la deuxième partie, ça va être de recruter des Guillaume Théou, des Sébastien Leroy, des Olivier Jacques. Donc, c'est mes chefs produits, mais des spécialistes du trail, c'est-à-dire des mecs qui ont traversé l'Europe en Ténéré ou en T7. Enfin, voilà, on a découvert un personnage une fois pendant 5 jours. Le trail. Le trail, on est dans un milieu qui n'a rien à voir. Donc, C'est pas le même t'as milieu. beau te dire, OK, c'est la moto, je connais. Pas du tout. Il va falloir qu'on ait une personne référente. Mais c'est encore un peu tôt parce que techniquement, on n'est pas prêt encore à travailler sur le site. Et la vision, on va dire à 5 ans pour le groupe, parce que maintenant ça va être un groupe 3S, c'est quoi? La vision, je viens de finir mes budgets sur les 5 prochaines années. Je pourrais vous donner des chiffres très précis. Non, moi j'ai un vrai objectif dans les 5 ans de faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, actuellement, vous êtes à combien? On sera à 12, je pense. D'accord. Donc 3S, XTEM, hein, tout groupé. Si l'intégration d'XTEM se passe super bien, on se ferme pas à l'idée de faire d'autres croissances externes, du XTEM de la piste, de la mobilette, ou sur d'autres marchés d'ailleurs, hein. Ça pourrait être
le vélo, la trottinette. En fait, si techniquement on arrive à faire ce process-là, après, il n'y a pas de limite. On a un stock, on a un outil, on plug des outils dessus, et après, c'est juste des hommes, de la connaissance. La passion aussi, ouais. La passion. passion. Les Dans hommes. chaque milieu. Techniquement, est-ce que tu peux, une fois que tu sais que tu peux, après, c'est les hommes. Pour vendre des accessoires pour des tronçonneuses ou des débroussailles, c'est pas Exactement. Il y a certains de tes concurrents. Mais alors, mais j'y reviens, il y a un de nos concurrents qui fait ça et qui fait ça super bien. Et lui, Passionné, en fait, on en revient. il est passionné. Willy, c'est 50 Factory, on discute pas mal ensemble. Lui a pris le pas de dire, et ça fonctionne très bien, donc, de mettre tout sur le même site. C'est-à-dire que la tronçonneuse, la tondeuse, le motocross, la mobilette, tout. Moi, je suis un peu moins friand de ça. Et lui, pour le coup, vous pouvez le recevoir, ça fonctionne très bien. Ils sont nettement plus gros que nous aujourd'hui. Mais c'est moins mon dada, tu vois. Mais Tu veux pourquoi pas? séquencer, toi, en fait. Voilà, pourquoi pas? Parce que j'aime travailler l'image différemment. Donc demain, là, Guillaume, il a fait un événement. Il avait la casquette 3S sur certains types d'interviews. Il basculait sur la casquette XTEM pour d'autres. Et on a créé sur l'Alpe Moto Festival, on a créé des vidéos ciblées 3S, d'autres ciblées XTEM. Et on estime, je préfère travailler comme ça. Alors, ça demandera certainement un peu plus de gens, un peu plus d'investissement au niveau des personnes, mais dans mon esprit, je trouve ça plus intéressant. Et qu'on ait plusieurs marques et qu'on dilue toujours dans cet esprit de diluer le risque. Donc, après, il y a plein de projets que j'ai en tête depuis un moment, dont je ne peux pas parler, mais qui viendront rapidement. Podcast, hein. Ouais, donc dans un an ou deux, on a plein d'autres projets sur lesquels on est en train de travailler, mais Dans tous les bon. cas, dans les 5-10 prochaines années, on ne devra pas te retrouver à Dubaï, tu seras toujours à Bordeaux, on va avoir Eloane chez Drozel. C'est pas du tout ma vision. Non, pas du tout. Donc effectivement, ouais, 3S, ça fait 10 ans. Dans mon idée, je me donne encore 10 années là, ouais, 10 années. Après, faut pas non plus trop en faire et aller au-delà. Il y a un moment, on est peut-être largué, vaut mieux laisser la place à d'autres. Mais je pense que j'ai encore 10 ans devant moi, j'ai 39 ans, ça m'amène à 49. Ouais, 50 ans, et après on verra. Mais je me sens encore d'attaque pour les 10 prochaines années sans problème sur ce projet. Ouais. Trop cool. C'est parfait. Super intéressant. Merci Antoine. Merci à vous. Pris le temps. On est actuellement au Sandbike Festival. Vous êtes partenaire aussi, tu vois. Donc On est partenaires. on voit que vous êtes passionné, vous êtes souvent sur le terrain. Donc ça fait plaisir que tu sois venu nous voir dans notre studio mobile. Et Ça fait plaisir d'être là pour les premiers, de vous roder, de vous aider à gros roder. Antoine aura assisté au rodage et voilà, quelques petits pépins techniques et tout, mais ça se passe plutôt pas mal. On arrive à mettre du 3S à fond derrière parce qu'on n'a pas de budget, mais C'est incroyable, ça pleure du budget. Incroyable. Et il n'y en a plus pour personne d'ailleurs. c'est exactement ça. En tout cas, ouais, podcast, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Toi, t'es quoi? Plutôt 10 heures, toi? Moi, je suis plutôt 10 heures, je suis un peu old school, je suis français. Ça sera sur Deezer. Ouais, ok, Sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, Amazon Podcast, on sera partout, YouTube, Facebook, évidemment, comme d'habitude. Du coup, faut s'abonner partout. Faut s'abonner, lâcher un petit commentaire. Je sais ce qui marche bien, c'est les commentaires sur ma coiffure, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, si vous voulez, je vous détacherai les cheveux sur les autres podcasts. N'hésitez pas à me Je pourrais le faire d'ailleurs sur chaque fin de podcast. C'est vrai, Il y a toujours un. Chaque podcast. Voilà. Tu vois, Alors désolé pour ceux qui l'écoutent en audio, ils auront toi cette belle crinière. Mais Gérard, c'est quand même. j'en écoutais un en venant où il demande chaque fois à l'invité de son livre à conseiller. Mais toi, à chaque fois, ça pourrait te détacher les cheveux, c'est ça? Trouver ta patte. Et peut-être chez Trosa, on aura des produits de chez L'Oréal ou quelque chose. À force de plugger, tu sais, reste chaud. En tout cas, merci de nous avoir suivis, lâchez un petit commentaire et à très bientôt pour un prochain podcast.